Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de faire un petit rapport sur les différents exercices et problèmes du concours blanc. Alors le premier exercice, donc on définissait un polynôme de la variable z, donc p de z, donc un polynôme dans C crochet x, et donc sous la forme sigma des zk pour k compris entre 0 et n-1. Et donc il fallait résoudre l'équation z-1 p de z égale 0 et en déduire une forme factorisée de P de Z. Alors le Z-1 P de Z égale 0, on distribue, on simplifie, on se retrouve avec Z puissance n égale 1, et donc on a obtenu les racines nièmes de l'unité. Mais attention, on a les n racines nièmes de l'unité qui sont les solutions de l'équation Z-1 fois P de Z égale 0. Et donc là, ce à quoi il fallait faire attention, c'est que parmi ces n racines, il y a la racine qui vaut, donc c'est les EI kθ sur n, et donc k compris entre 0 et n-1, et pour k égale 0, eh bien on a la racine 1, qui est toujours une des racines nièmes de l'unité, et donc c'est la racine du facteur z-1. Donc pour k égale 0, on n'a pas la racine de z-1, mais donc pour les autres racines, on retrouve les racines de p de z. P de z est de degré n-1, donc on a au total donc exactement n-1 racine. Donc parmi les n racines n de l'unité, on en a n-1 qui sont les racines de p de z. Et donc on factorise p par sous la forme produit des z moins ei de kpi sur n, avec k compris entre 1 et n-1, puisque pour k égale 0, c'est la racine du facteur z-1 qui est devant. Donc il fallait faire attention à ça. Ensuite, montrer l'égalité ici. Donc le module du produit, c'est un produit de modules. L'idée ici, c'était de calculer P de 1. Ensuite, la deuxième idée à laquelle il fallait absolument penser, c'était d'utiliser la technique de l'angle moitié. Et enfin, le dernier point sur lequel les deux derniers points sur lesquels il faut faire attention, c'est que apparaissent avec les angles moitiés des EI k pi sur n et des 2i. Alors les EIK 2pi sur n, tout ça c'est en module, donc les modules des EIK 2pi sur n, c'est de module 1. Le module de 2i, c'est 2, puisque le module de i est égal à 1. Et le 2 qui est à l'intérieur du produit va sortir, mais attention, il sort en 2 puissance n-1. Donc faire attention à ça. Et là, le deuxième point, c'est on a des valeurs absolues de sinus, ou des modules de sinus, c'est la même chose. Et là où on vous attendait, c'est qu'il faut les faire disparaître. Dans le résultat, on n'a plus de valeur absolue. Donc il fallait justifier que regarder le signe des capi sur n. Et certains ont dit, et c'est très bien, que les capi sur n étaient tous compris entre 0 et pi. Et donc sur 0 pi, le sinus est positif. On peut retirer les modules. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2, existence du réel un qui annule Pn et unicité. Alors très clairement, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, mais ce qu'il fallait absolument avoir, c'est les 4 points, c'est-à-dire petit 1, une valeur négative pour Pn, c'était en 0, une valeur positive pour Pn, c'était en 1, ne pas oublier la continuité, et ne pas oublier la stricte monotonie de Pn. Voilà. Et avec ces 4 arguments, il faut citer le TVI, et ensuite on a l'existence et l'unicité du réel UN. Pour la décroissance de UN, donc il s'agit de comparer UN et UN plus 1, alors certains ne savaient plus comment on fait, donc la technique c'est non pas de comparer ou de regarder la différence UN plus 1 moins UN, mais on regarde Pn plus 1 de UN plus 1 moins Pn de UN. Et en fait on compare Pn plus 1 de UN plus 1 et Pn de UN, parce qu'on connaît la monotonie de Pn. Donc si les images, et donc celle de Pn plus 1 aussi, et donc si les images sont dans un certain ordre, la fonction Pn étant croissante, les antécédents UN et UN plus 1 sont dans le même ordre. Attention, certains ont confondu aussi monotonie de Pn, de la fonction Pn, et monotonie de la suite UN. Donc bien distinguer les choses. L'égalité qui venait de là, c'est utiliser le fait que Pn de Un est nul, on remplace là-dedans, et là on a la somme des termes d'une suite géométrique, et donc on utilisait la somme des termes d'une suite géométrique. Ensuite, dernière chose, pour la limite de Un, alors attention, la limite de Un, il faut faire tendre n vers plus l'infini dans cette expression-ci, mais quand Un tend vers plus l'infini, la question c'est que fait Un puissance n.
Alors vous avez dit pour certains que un était compris entre 0 et 1 au sens large, donc le un puissance n tend vers 0. C'est faux. Un peut tendre vers 1 et dans ces cas-là, le un puissance n ne tend pas vers 0. Donc ce qu'il fallait absolument dire, c'est que le un, comme c'était une suite décroissante, était majoré par exemple u1 ou u2, et en tout cas il fallait majorer un par quelque chose qui ne dépend pas de n, par un u0 strictement inférieur à 1, et si on majeure un par un nombre strictement inférieur à 1, eh bien un puissance n est majoré par ce nombre strictement inférieur à 1 puissance n qui tend vers 0, et donc le un puissance n tend vers 0. Voilà. Donc la limite était 1,5. L'exercice 3, très sincèrement, j'étais pas très content parce que personne n'a réussi à le faire. Pourtant, c'est un exercice qui a été fait en classe. Donc, on a la somme des racines d'un polynôme. Il faut interpréter x, y et z comme ceci, hein, la somme des trois racines d'un polynôme. Donc, il faut, avec la troisième équation, avoir le produit x, y, z. Et avec la deuxième équation, se débrouiller pour faire apparaître xy plus yz plus zx. Une fois qu'on a ça, on interprète x, y, z comme les trois racines d'un polynôme qu'on factorise, qu'on redéveloppe. On a les coefficients du polynôme, on cherche les racines du polynôme, et on retrouve x, y et z. Il y a plusieurs solutions, donc 3 pour x. Et pour chaque solution de x, il y a une solution pour y, et ensuite une pour z, donc ça fait 6 triplés au total. L'exercice suivant, donc il fallait vérifier que U est une application linéaire. Bon, ça c'était une question classique facile, ça a été bien fait. Ensuite, démontrer non pas que V appartient à L2, mais que V est un projecteur, donc calculer V rond V. Ça a été bien fait. Généralement, quand il y avait des erreurs, c'est surtout que certains écrivaient V rond V et en fait calculaient V rond V de X, Y, Z. Donc attention, V rond V c'est une application linéaire, un élément de L de E, alors que V rond V de x, y, z, c'est l'image d'un vecteur par une application linéaire, donc d'un vecteur de R3, et cette image est dans R3. Donc pas confondre application linéaire et vecteur. En déduire que, justifier ceci. Alors écoutez, c'est du cours. V est un projecteur, donc l'image et le noyau de V sont en somme directe et sont supplémentaires dans grand E, point final. C'est ce que certains ont dit et j'ai mis tous les points. Alors si vous voulez le redémontrer, pas de souci, mais allez voir dans le cours comment on fait. Le fait que la somme soit directe, c'est pas difficile, mais l'existence de la décomposition n'est pas évidente du tout. Et ça a rarement été bien fait. Déterminer une base du noyau et de l'image de V. Alors ceux qui ont bien fait la question précédente, c'est parce qu'ils avaient déjà dans le petit b déterminé une base du noyau et une base de l'image de V. Donc question précédente, en fait j'attendais que vous disiez que c'est du cours, hein, tout simplement. Donc base du noyau, eh bien V est ici. Donc les vecteurs dont l'image est nulle, ce sont ceux tels que 2x plus 2y plus 2z est nul, pareil ici, et x plus y plus z est nul. Et donc ça équivaut en fait à x plus y plus z égale 0. Et donc x plus y plus z égale 0, et ça c'est un hyperplan de R3. Donc le noyau est un sous-espace vectoriel de dimension 2. Par exemple, -1, 1, 0 est un vecteur du noyau, et puis un autre qui ne lui est pas collinéaire, -1, 0, 1 par exemple, est aussi dans le noyau. Donc on avait le noyau qui était de dimension 2 ici, et donc on en disait que l'image était de dimension 1. Alors pour avoir un vecteur de l'image, très souvent, ce n'est pas un vecteur de l'image que vous avez donné. Vous voulez un vecteur de l'image, vous prenez un vecteur de R3 quelconque, je vais prendre un tout simple, 0, 0, 1, et un vecteur de l'image, c'est donc V de 0, 0, 1. Le vecteur de l'image, c'est pas 0, 0, 1, c'est V de 0, 0, 1. Donc V de 0, 0, 1, c'est 1 cinquième fois 2 ici, donc 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième. Donc 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième est dans l'image. L'image est stable par multiplication par un scalaire, donc je multiplie par 5, donc ça va donner 2, 2, 1 est dans l'image. Donc voilà, tout simplement, 2, 2, 1 est un vecteur de l'image. Vous pouviez très bien prendre x égale y égale z, et je pense que ça... Voilà, ou 5, 5, 5, et puis ça fonctionne très bien. Donc attention au vecteur de l'image, hein, c'est un V de quelque chose, c'est pas le quelque chose en soi.
montrer que U est un automorphisme, donc tout le monde a bien compris qu'il fallait juste démontrer que c'était un isomorphisme, et l'isomorphisme, tout le monde a bien dit, comme on est en dimension finie pour U, il suffit de démontrer que le noyau, enfin que c'est une application injective ou surjective, et donc par exemple que le noyau est réduit au vecteur nul. Donc vous êtes passé par un petit système pour démontrer que le noyau était réduit au vecteur nul. C'est parfait, c'est très bien, ça a bien marché, c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que U moins l'identité est un automorphisme? Alors attention, pourquoi est-ce que c'est entre guillemets une question piège? Parce que U est un automorphisme, l'identité est un automorphisme, mais la différence de deux automorphismes n'est pas toujours, enfin voilà, parfois c'en est un, parfois c'en est pas un. En tout cas, l'ensemble des automorphismes est stable par composition, mais n'est pas stable par soustraction. Et la réponse était non, c'est pas un automorphisme quand on cherchait le noyau. Il y a eu beaucoup d'erreurs de calcul quand vous avez retiré l'identité. Beaucoup ont oublié de retirer 4x ici par exemple. Je voyais souvent un moins x. Voilà. Alors l'exercice 5 ensuite. Alors l'exercice 5, vous avez intégrale de 1 à x et x est la variable. Variable d'intégration ici, il faut absolument que ce soit du réflexe avec, vous vous dites, quelque part il y a le théorème fondamental de l'intégration qui va intervenir. Et si je n'ai pas vu dans vos explications à un moment donné le théorème fondamental de l'intégration, c'est que pour moi vous êtes passé à côté d'une bonne partie de l'exercice. Alors déterminer le signe de f. Le signe de ce qui est à l'intérieur de la fraction ici, ça dépend du t, si on est sur 0, 1 ou sur 1 plus l'infini. Donc ça dépend si le x est plus grand que 1. Dans ce cas-là, on est sur 1 plus l'infini, la fraction est positive. X étant plus grand que 1, les bornes sont dans l'ordre croissant, grand F est donc positif. Et deuxième cas, il faut séparer les cas, disjonction de cas. Le deuxième cas, x est compris entre 0 et 1. Donc le logarithme est négatif, la fraction est négative, par contre l'intégrale de 1 à x, c'est moins l'intégrale de x à 1. Donc l'intégrale de x à 1 d'une fonction négative est négative, mais comme c'est l'intégrale de 1 à x, donc son opposé, on retrouve un grand f positif. Calculer f', justifier la continuité et la dérivabilité. Alors, tout simplement, c'est le théorème fondamental de l'intégration qu'il faut énoncer ici. La fonction qu'on intègre est continue. Donc, grand F, théorème fondamental de l'intégration, est continue et dérivable. Et sa dérivée, c'est la fonction qui est là-dessous. Donc, la fonction qui a t associée à ln de t sur 1 plus t carré. Voilà, donc on a la dérivée. Calculer f' de x, donc j'ai déjà entamé la question 3. Les variations, eh bien, on regarde le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, c'est le signe du logarithme. Donc sur 0,1, le logarithme est négatif, donc grand F est décroissante sur 0,1 et croissante ensuite pour le même genre de raison sur 1 plus l'infini. La valeur en 1 de grand F, elle est nulle puisque c'est l'intégrale de 1 à 1. Donc la fonction est décroissante vers 0 jusqu'en 1, puis de 1 plus l'infini, elle est croissante. Donc voilà pour les variations. Alors déterminer un développement limité, alors beaucoup de problèmes ici parce que en fait vous avez essayé de passer par un développement limité de la fraction et ensuite d'intégrer. Il fallait faire ça proprement, ça demandait un certain nombre de calculs et aussi un changement de variable bien fait puisque là on veut un développement limité au voisinage de 1. L'autre méthode que assez peu ont utilisée, mais qui se trouve être en fait ici pour une fois beaucoup plus efficace, on est à l'ordre 2, on n'a pas besoin de beaucoup de coefficients, c'est de passer par la formule de Taylor. Alors, premièrement, dire qu'on va utiliser la formule de Taylor, puisque grand F est bien de classe C2, donc justifier l'utilisation de la formule de Taylor-Young, ici, Taylor-Young, attention, c'est une fonction, un théorème local, Taylor-Young, donc on est au voisinage de 1. Donc pour Taylor-Young, la justification c'est la fonction grand F est de classe C2. Pourquoi c'est de classe C2? Parce qu'on a calculé f' et il est facile de vérifier que f' est de classe C1 sur donc quel intervalle? Eh bien ici au voisinage de 1, donc sur 0 plus l'infini par exemple, ouvert en 0. Donc on a une fonction de classe C2, donc on peut utiliser la formule de Taylor, et donc le développement de Taylor, c'est donc grand F de 1 plus x-1 grand F' de 1 plus x-1 au carré sur factoriel 2, c'est-à-dire 2, x-1 au carré, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, plus un petit o de x-1 carré. Et donc le f de 1 était nul, le f' de 1, on avait déjà l'expression de f', c'était facile, il ne restait plus qu'à redériver f' pour avoir la valeur de f seconde de 1.
Et si on prenait les choses comme ça, c'était assez simple, mais bien pensé hein, à dire la justification de ce développement limité, c'est la formule de Taylor, on ne peut pas l'utiliser sans justifier. Fonction de classe C2, donc Taylor-Young. Montrer que pour tout x, on a grand f de x égale grand f de 1 sur x pour tout x strictement positif. Alors, très rarement, ceux qui sont passés par l'intégrale l'ont bien fait. Et la seule façon de le justifier proprement, c'était de faire un changement de variable en t, donc la fonction du changement de variable, la fonction phi du cours, c'est celle qui a t associé 1 sur t. Justifier qu'elle est de classe C1 sur le bon intervalle, et faire un changement de variable proprement, quelques personnes l'ont fait, et dans ces cas-là, on a le résultat. Sinon, beaucoup plus simplement, et je suis un petit peu étonné, pas beaucoup ont pensé, on veut une égalité de fonctions. Alors pensez, hein, égalité de fonctions, donc là on est sur une fonction quelconque, c'est une fonction dérivable, et donc il suffit de démontrer l'égalité des dérivés, plus l'égalité de la valeur de la fonction en un point. Alors le point, bah, il est tout choisi, c'est f de 1, grand f de 1. Grand f de 1 égale grand f de 1 sur 1, c'est grand f de 1, donc on a bien égalité en 1, ça saute aux yeux. Et après, égalité des dérivés. Alors là, on dérive une composée à droite, il faut faire un petit peu attention, mais la dérivée de grand f, on la connaît, et donc il y a juste à multiplier par moins 1 sur x2 pour calculer grand f' de 1 sur x, et on trouve assez facilement l'égalité des dérivés. Alors peut-être qu'il y a une propriété, je ne sais plus trop dans les calculs, utiliser le fait que le logarithme de 1 sur t, c'est moins ln de t, mais bon, pour un t positif, mais bon, c'est pas très très compliqué, quoi. Voilà, ce sera du logarithme de 1 sur x, c'est moins ln de x avec un x strictement positif. Voilà, donc pensez à passer par les dérivés. Attention, j'ai fait passer des euros là récemment au SP. Si jamais on a une égalité, non pas de fonction quelconque, mais d'application linéaire, dites-vous bien que démontrer l'égalité d'application linéaire, il suffit de démontrer cette égalité pour des vecteurs d'une base. Donc ça ramène, dans le cas où on est sur un espace de dimension finie, l'égalité d'application linéaire se ramène à l'égalité sur n valeurs, n étant la dimension de l'espace. Bon, je ferme ma parenthèse sur l'algèbre linéaire. Retour à ceci, phi de x c'est arc tangent x sur x. Montrer que phi est prolongeable par continuité en 0. Alors beaucoup ont utilisé, et c'était ce qu'il fallait faire, hein, un développement limité d'arc tangente, puis on divise par x pour avoir un développement limité au voisinage de 0 de phi. Il suffit même d'avoir tout simplement un équivalent. Hein. Vous dites arc tangent x est équivalent à x au voisinage de 0, donc arc tangent x sur x est équivalent à 1. Donc phi de x est équivalent à 1, ça veut donc dire que phi de x a une limite finie 1 au voisinage de 0, et donc on peut prolonger phi par continuité en 0 en posant phi de 0 égale 1. Petit b, une IPP, c'est très bien, beaucoup y ont pensé, mais n'oubliez pas de la justifier proprement en disant que les deux fonctions qui interviennent dans l'IPP, qu'on a appelées f et g dans le cours, sont de classe C1. Je passe au problème pour terminer. Alors, c'est donc les nk, c'est le noyau de u puissance k. Et ça a été souvent pas très bien compris. Beaucoup ont confondu nk et n1, n1 étant le noyau de u puissance 1, c'est u. Voilà, donc, alors l'idée c'est qu'on étudie d'abord un exemple. Donc il fallait déterminer N1 et U1. Alors N1 c'est le noyau de U1, donc le noyau de U. Le noyau de U c'est l'ensemble des vecteurs qui sont envoyés sur le vecteur nul par U. Très clairement on a le vecteur E1 qui est envoyé sur le vecteur nul. Ni E2 ni E3 ne le sont. Donc U2E2 et U2E3 sont non collinéaires. Donc on a deux vecteurs ici, U2E2 et U2E3. Je ne dis pas E2 et E3, hein, je dis bien U2E2 et U2E3. Qui sont des vecteurs de l'image, de U, l'image est de dimension 2, et le noyau est de dimension 1, engendré par E1. Donc le noyau, c'est vecte de E1. Pour N2, c'est le noyau de U2. Alors, puisque U de E1 est envoyé sur le vecteur nul, U2 de E1, c'est aussi le vecteur nul. U2 de E1, c'est U de U de E1, c'est U du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Ensuite, U2 de E3. Eh bien, U de E3, c'est E1. Donc, U2 de E3, c'est U de E1. Et U de E1, c'est le vecteur nul. Donc, E3 est aussi envoyé sur le vecteur nul. Donc, le vecteur E3, comme le vecteur E1, font partie du noyau de U2. Donc, engendre N2. Par contre, si vous calculez U rond U de E2, on trouve un vecteur qui n'est pas nul.
Et donc, ça veut dire que dans l'image, voilà, U rond U de E2 est dans l'image de U carré. L'image de U carré n'est pas nulle. Donc le noyau ici, l'image, pardon, excusez-moi, l'image est donc engendrée par U rond U de E2. Et le noyau est engendré par E1 et par E3. Donc on change de dimension, le noyau N2 est au sens des dimensions plus grand et des dimensions 2, alors que N1 était de dimension 1, et par contre I2 est de dimension 1, alors que I1 était de dimension 2. Quant à N3, je ne rentre pas dans les calculs à l'oral, mais N3 était égal à N2 et I3 était égal. N'était pas égal à I2. Attendez, si, puisqu'on a eu une inclusion aussi des images. Alors, montrer que N2 et I2 sont supplémentaires. Alors évidemment, si on n'a pas fait les bons calculs à la question B, ça pose un problème. Je crois que dans le sujet, j'avais mis A, B, C en même temps. Montrer que la restriction de U restreint à N2 est un endomorphisme nilpotent. Alors, très souvent, le problème, c'est que certains ont confondu N2 et N1. C'est-à-dire que vous n'avez pas tenu compte du fait qu'on était sur le noyau de N carré. Donc, pardon, le noyau de U carré. Le noyau de U rond U. C'était ça les erreurs principales. Ensuite, montrer que la restriction de U à I2 est une homothétie de rapport 2, c'est la même chose. Hein. Souvent, les erreurs viennent du fait que vous n'avez pas vraiment utilisé, enfin vous avez confondu pour certains N2 et N1. Voilà. Donc si on a, c'est aussi le cas dans la question suivante, voilà, c'est-à-dire qu'il fait démontrer que U de NK est inclus dans NK. Et donc le U de NK est inclus dans NK, ça veut dire qu'il faut regarder l'image d'un vecteur de NK par U. Donc il fallait prendre un vecteur de NK, ce que certains ont fait, mais traduire ce que ça veut dire. Et un vecteur est dans NK, ça signifie qu'il est dans ker de UK. C'est-à-dire que ce vecteur, c'est un vecteur x, mais tel que U puissance k de x est égal au vecteur nul. Et non pas U de x. Trop souvent, j'ai vu U de x, donc encore une confusion avec N1. Voilà. Donc un vecteur x tel que UK de x est nul, et il fallait vérifier que ce vecteur x était encore dans NK. Une fois qu'on l'écrit, c'est pas très compliqué après. Et de même, pour cette question-là, c'est la même chose, prendre un vecteur de NK, le traduire, donc un vecteur x de NK, et bien traduire que s'il est dans NK, ça veut dire qu'il est dans ker de UK, et ça veut dire que UK de x est le vecteur nul. Et la question qui se pose, c'est est-ce que UK plus 1 de x est encore le vecteur nul? C'est juste très souvent un problème de traduction des hypothèses hein, qui a été mal fait. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors après, pour montrer qu'il existe un plus petit entier NK, alors l'idée ici, c'est grâce à la question précédente, si vous voulez, on a une inclusion des noyaux. Et donc l'idée est la suivante, on raisonne ici sur l'indice ici. Donc on raisonne sur des entiers. Et donc l'idée c'est de comprendre que ici on a une suite croissante au sens de l'inclusion de noyaux, donc de sous-espaces vectoriels, et que cette suite croissante ne peut pas être strictement croissante, puisqu'on est limité par la dimension. Donc en fait, l'idée c'est qu'on a une suite d'entiers qui est croissante, et donc cette suite croissante est limitée par une certaine valeur. Donc on ne peut pas avoir indéfiniment une inclusion stricte, donc il y a nécessairement un moment donné où on a une égalité. Voilà l'idée, et donc c'est de raisonner sur des entiers, et ici les entiers représentent la dimension des espaces. Les noyaux étant, les espaces étant inclus les uns dans les autres, si on n'avait que des inclusions strictes, eh bien ça voudrait dire qu'on n'aurait que des inégalités strictes de dimension. Or, on ne peut pas avoir une suite strictement croissante de dimension, puisque la dimension est majorée par la dimension de l'espace. Et souvent, c'est ce type de raisonnement qu'on peut avoir dans ce cas-là, sur ce type de questions, sur des suites strictement croissantes ou strictement décroissantes d'entiers. Voilà, alors après nr plus 2 égale nr plus 1, on a une inclusion évidente qui vient de cette inclusion-ci,
Et par contre, il fallait démontrer dans l'autre sens. Et là, très souvent, il y a eu souvent des affirmations. Faites attention à des affirmations qui étaient fausses, parce que souvent, il y a eu des confusions de sens de l'inclusion ici. Donc là, ça nous donne que NR plus 1 est inclus dans NR plus 2. Et l'inclusion NR plus 2 inclus dans NR plus 1, on est obligé de réutiliser ce qui est ici. Alors après, on faisait une récurrence effectivement, mais bon, souvent il y avait un problème dans la récurrence, une affirmation qui était, dans ce que j'ai lu, hein, une affirmation qui était, voilà, un résultat qui était affirmé, NR plus P plus 1 égale NR plus P par exemple, et il n'y a pas de raison d'avoir ça, c'est pas évident du tout. Donc, c'est un petit peu le problème, c'est des affirmations qui étaient données comme ça, sans justification. Et c'est souvent un petit peu le problème sur la fin. Il y a beaucoup de personnes qui, des fois, ont rendu deux trois pages sur la fin et ont tout fait très rapidement. Et en fait, finalement, il n'y a rien qui est fait, il y a très peu de points. Vaut mieux en faire peu et bien et avoir des points que de survoler les choses sur ce type de questions-là. C'est une fin de problème. Si c'est une fin de problème, vous vous dites pas que vous allez grappiller des points comme ça facilement, hein. Voilà, vous montez au sommet, c'est de plus en plus raide. Vaut mieux bien monter la pente douce que essayer d'aller tout en haut et de se casser la figure chaque pas, quoi. Voilà, alors IR plus 1 égale IR, des raisonnements étaient corrects là, puisque certains ont démontré une égalité de dimension avec le théorème du rang, puisqu'on a égalité des dimensions des noyaux, donc on a égalité des dimensions des images, et plus une inclusion. Donc une inclusion plus égalité des dimensions des deux espaces, et ça allait bien. Après, donc une récurrence, mais attention, il faut bien la faire. Là, l'intersection qui est restreint au vecteur nul est assez simple, puisque ça se fait avec le théorème du rang encore. Mais par contre, la décomposition de E en somme de sous-espaces n'est pas évidente. Voilà. Et l'indice de fitting dans un automorphisme, bon, bah ça c'est 0. Et puis ensuite, pour un endomorphisme nilpotent, là je vous renvoie aussi sur le corrigé. Voilà pour ce concours blanc. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, et puis je vous laisse réécouter. Et je pense qu'il y a des idées à reprendre et à mettre dans un coin de votre esprit, et à être capable surtout de les ressortir le jour J.